Bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus sur Apalis Info TV qui va à la rencontre d'Alain Mathieu de Latin, ce vieux routier de l'aéronautique congolaise qui n'est plus à présenter au pays. Avec lui, nous parcourons les mémoires des guerres aéronavales au Congo belge, avec bien évidemment les victoires de la force publique durant la Première Guerre mondiale devant les Allemands et leurs alliés africains du Rwanda-Urundi sur les fronts aéronautiques et navals du lac Tanganyika. Ce numéro riche en révélations nous remémore les moments fastes des grands aéroports comme Njili et de la prédestination du Congo comme première puissance aérienne et économique d'Afrique. N'y ratez rien et tout de suite, l'intégralité de notre interview. Bienvenue à tous et à toutes. Oui, l'aviation au Congo, il y a eu plein d'histoires fabuleuses, c'est toute une épopée que les gens ne savent pas, mais ça a été toutes des prouesses depuis le début jusqu'au moment, bon ici les dernières années, l'aviation ce n'est plus qu'un des trucs automatisme, c'est un peu roulé sur du bière, c'est comme ce qu'on pourrait comparer entre un camionneur qui fait les longs trajets en Europe sur des routes bien asphaltées et comparé avec les camionneurs qui vont à l'intérieur du pays, ici dans la brousse, dans la boue, qui doivent se débrouiller par n'importe quel moyen pour atteindre la destination. L'aviation à l'époque c'était un peu la même chose, quoi. Il fallait vraiment beaucoup d'efforts, avoir des nerfs d'acier et vraiment se battre pour arriver ce à quoi on est arrivé aujourd'hui. Parce que vous voulez d'abord nous parler de Aimé Piyakan, qui a été le premier pilote à pouvoir survoler l'Afrique, pratiquement. C'est un Belge? Oui, c'est un Belge. Donc Aimé Piyakan était au départ, enfin, il construisait des vélos, il a fait beaucoup de courses, c'était un très bon cycliste. Et il a construit 2 avions en Belgique à l'époque, avant la Première Guerre mondiale. Je crois vers 1910, il a d'abord construit un biplan, puis après ça un monoplan. Et puis donc, pendant la Première Guerre mondiale, il y avait, donc, les Allemands ont attaqué Uvira 6 jours après avoir déclaré la guerre à la France. Et ils avaient en 1913 déjà amené un bateau de guerre sur le lac Tanganyika qui s'appelait le Graf von Gotzen, qui est actuellement c'est le Liemba qui navigue toujours, donc ce bateau a plus d'un siècle. Et cette fois, maintenant c'est un bateau passager. Et donc comme les Allemands avaient la maîtrise sur le lac Tanganyika, ils ont pensé aux hydravions. Oui, surtout qu'il n'y avait pas de pistes encore construites au Congo à cette époque-là. Donc les Belges ont demandé d'abord aux Français s'ils pouvaient avoir des hydravions. Les Français leur ont dit non, c'est pas possible, les hydravions ne seront jamais décollés parce que le lac Tanganyika est quand même à 720 mètres d'altitude, plus la température, ça ne va jamais pouvoir décoller du lac. Mais les Britanniques ont accepté de donner 4 hydravions en pièces détachées. Donc c'est venu par caisse jusqu'à Kaseng, donc au nord de Kalemi, à peu près 37 km au nord de Kalemi, où il y a un petit lac intérieur, où là il n'y a pas de vagues. Et c'était l'endroit idéal pour que les hydravions puissent essayer de décoller. Et donc ils ont monté ces avions sur place. Et ils ont fait les premiers essais. Il fallait bien sûr aussi apprendre à piloter un hydravion, puis apprendre à larguer des bombes. Donc ils ont fait tous ces entraînements là-bas sur place pour finalement parvenir à larguer des bombes sur le Graf von Gotzen. Ils l'ont touché à 2 reprises et ils ont aussi bombardé les dépôts et tout. Et la population là-bas, ils voyaient un truc qui venait du ciel, ils essayaient de tirer dessus. Et puis ils prenaient ça un peu comme les Ndoki, hein. Ils se disent on tire dessus, il n'y a rien qui se passe. Mais effectivement, l'avion a été touché. D'ailleurs, il y a une des fois, il a dû se poser en catastrophe à mi-chemin au retour. Et heureusement que le bateau qui
faisait la sécurité pour le ramener, a pu le récupérer suffisamment tôt avant qu'il ne coule, parce que le flotteur était troué par les balles à Kigoma. Et donc comme ça, le Graf von Gotzem a été immobilisé. Et ces hydravions, au départ, ne parvenaient pas à rejoindre Kigoma, parce que les moteurs ne tenaient pas. Et il y a les soupapes, je crois que c'est les soupapes qui brûlaient. Et les moteurs ont été modifiés à Kongolo, où il y avait un très grand chantier naval. Et donc ils ont modifié les moteurs à Kongolo, et c'est comme ça qu'ils ont pu progressivement arriver jusqu'à Kigoma pour bombarder le Graf von Gotzem. Les Meibehag, après la fin des opérations, c'est comme ça que après, donc il n'y a pas eu de bataille à Kigoma au sol. Les troupes ont fui, et c'est seulement la force publique congolaise les a poursuivis vers Tabora, et finalement ils ont pu prendre Tabora, et c'est grâce à la victoire sur Tabora que le Rwanda et le Burundi sont devenus pas des colonies, mais ils étaient sous tutelle belge et protégés par la force publique congolaise. Donc jusqu'à l'indépendance, les protecteurs du Rwanda et du Burundi, c'était la force publique congolaise, c'était des Congolais. Et Aimé Behag est décédé au retour à Niemba. On parle de dysenterie ou de malaria, et donc il est enterré là quelque part à Niemba, mais on ne sait pas. Bon, il faudrait essayer de voir si on s'est retrouvé l'endroit où il a été enterré. Et donc ça, c'est le premier pilote en Afrique, en tout cas en Afrique centrale. Et vous nous parlez du lancement de la première ligne aérienne, qui est la ligne aérienne Roi-Albert, Lara, avec des hydravions qui remontaient pratiquement le fleuve. C'était entre les années 1920 et 1922. Oui, justement, donc ça c'est la première ligne commerciale de l'Afrique. C'était avec des hydravions, parce qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas encore construit des pistes un peu partout, et l'hydravion, c'était le plus facile. Et donc, ces avions remontaient tout le fleuve jusqu'à Kisangani, et il y avait toutes des escales où ils pouvaient... bon, c'était spécialement pour du courrier, des trucs comme ça, pas des grosses charges, mais au moins, il y avait une liaison... tout le long du fleuve avec ces hydravions de la ligne Roi-Albert, Lara. Et il y a eu également la première liaison Belgique-Congo en 1925 par Edmond Thieffry. Oui, donc là ça a été... Donc, à l'époque c'était des pionniers en tout, et donc Edmond Thieffry, d'ailleurs il y a une ligne de métro, il y a un arrêt de métro en Belgique qui porte son nom. Donc c'est le premier à avoir rejoint la Belgique au Congo en 1925. Et 2 ans plus tard, les gens connaissent plus le Spirit of Saint-Louis, donc le Lindbergh qui a traversé l'Atlantique. C'est avec le même appareil que Edmond Thieffry a rejoint le Congo à partir de la Belgique. Mais donc 2 ans avant Lindbergh. Et après, c'est la Sabena qui va ouvrir ses lignes au Congo avec des pistes de secours en cas de problème, en construisant pratiquement 252 aéroports en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, il n'en reste que 38 qui sont utilisables et seulement une vingtaine qu'on utilise. Oui, à l'époque, l'idée c'était d'essayer d'avoir un aéroport. La distance maximum entre les aéroports devait être de à peu près 70 km. Ça, c'était le maximum. Et avoir des aéroports un peu partout, qui étaient desservis par des... à l'époque, il y avait beaucoup de DC-3, le DC-4, DC-6. Parce que les premiers jets commerciaux, c'est vraiment juste avant l'indépendance. Donc, par exemple, le 707, c'est 1958, je crois. Donc, 2 ans avant l'indépendance. Et donc il y avait beaucoup d'avions, beaucoup de lignes. Tout le Congo était desservi de tous les côtés avec ces avions-là. À l'indépendance, la Belgique a cédé donc, ces appareils qui étaient surtout
des avions, donc c'était des moteurs encore à piston, hein, comme le DC-6, DC-4, DC-3. Et ce n'est qu'après l'indépendance que le Congo a acquis des jets comme le 707, qui est un long courrier qui permet de rejoindre l'Europe. Air Congo, ils ont eu oui, après c'est devenu Air Zaïre, avec des gros porteurs comme le 747, qui était le plus gros appareil à l'époque. Des DC-10, ils allaient un peu partout, je crois qu'il y avait 22 escales internationales. Ils allaient un peu partout en Europe, en Italie, en Grèce, un peu partout, bien sûr en Afrique et un peu partout en Europe. Et à cette époque-là, alors pour les lignes intérieures, progressivement, ces DC-3 et tout ça ont été remplacés par des Fokker qui étaient achetés neufs. Ces avions étaient achetés nouveaux et ils étaient fabriqués à la demande du Congo selon des critères des pilotes congolais. Et donc les derniers Fokker 27 sortis de l'usine étaient fabriqués aux normes congolaises. Même les DC-10 et tout. Je crois vers la fin d'Air Zaïre, Air Zaïre avait commandé 2 MD-11, donc c'est encore plus gros que des gros porteurs. Tout ça c'est pour les vols internationaux, ça n'a pas d'utilité pour l'intérieur du pays. Mais finalement ces avions n'ont pas été livrés parce qu'ils n'ont jamais été payés, quoi. Donc ils ont arrêté la construction de ces avions parce qu'il y avait des problèmes de paiement. Donc ça a été le début de la chute de la compagnie nationale congolaise qui à l'époque, moi je volais avec un pilote de l'époque, il me disait à l'époque je crois il y avait 140 pilotes de la compagnie nationale. Et donc c'était vraiment... Et même l'entretien, Njili était bien équipé pour faire l'entretien de tous les instruments, les radars, tous les instruments étaient réparés à Njili. Les moteurs, si vous allez à Njili, vous allez encore voir les endroits où il y avait les bancs moteurs pour tester les moteurs. Donc quand ils étaient révisés, ils les mettaient au banc d'essai, puis ils faisaient les essais moteurs sur place. Donc Njili était très bien équipé. D'ailleurs, il y avait des avions qui venaient de l'étranger pour être entretenus à Njili. Maintenant, tout ça est fini et tous les entretiens doivent se faire, bon, à part les tout petits entretiens, les entretiens, les révisions, tout ça, ça doit se faire à l'étranger. Alors qu'à l'époque, les moteurs Rolls-Royce, les hélices Doughty, tout ça, s'il y avait un endroit où ça pouvait être révisé, c'était à Njili, c'était au Congo. C'était pas ailleurs, c'était au Congo, en Afrique, c'était à Njili. Et me disiez-vous avant l'interview que jusqu'au tour de 1960, la piste de Njili était la plus longue au monde? Oui, donc à l'indépendance, Njili était la piste la plus longue au monde, et ce n'est que vers la fin des années 60 qu'il y a eu dans le monde des pistes qui ont commencé à rivaliser avec Njili. Capitale moderne d'un pays neuf, Léopoldville possède un aérodrome de classe internationale. La tour de contrôle guide des avions reliant quotidiennement la ville aux principaux centres de l'intérieur et à la mer patrie. Des compagnies belges et étrangères assurent en outre la liaison aérienne avec les autres territoires d'Afrique et du monde. La technique moderne a vaincu triomphalement la brousse inextricable et la forêt impénétrable. Grâce aux ailes, la ville la plus éloignée du pays se trouve aujourd'hui à 8 heures de voyage de sa capitale. Parce que selon la vision des Belges, Kinshasa, Njili, le Congo devait être la plaque tournante pour toute l'Afrique. Donc un peu ce qui se passe maintenant avec Ethiopian ou Kenya Airways.
où tous les avions atterrissent là et puis ils repartent un peu partout dans le monde. C'était la prévision pour Njili, c'est pour ça qu'ils avaient construit une grande piste. Et normalement, même pour le carburant, ils auraient pu avoir du carburant. Parce que ce qui est important, dans ce cas-là, c'est d'avoir aussi du carburant bon marché. Si vous avez du carburant qui est trop cher, vous ne pouvez pas concurrencer. Moi, je me souviens d'une époque où le carburant à Brazzaville était moitié du prix de Kinshasa. Donc les avions, avant d'aller par exemple aller à Lubumbashi ou quoi, ils quittaient Kinshasa, ils allaient à Brazzaville pour ravitailler, et puis ils revenaient à Njili pour prendre les passagers pour maintenant faire le vol. Parce que si vous avez du carburant à moitié prix, ça fait une grosse différence. Les avions, par exemple, pour venir ici, ils peuvent vous consommer 40 000 litres de carburant. Alors, vous voyez un peu la différence de prix si vous avez le carburant à moitié prix. Et comme il y a quand même aussi... Tout aurait pu être organisé dans ce sens-là, puisque Brazzaville, ils ont du carburant moins cher. Vous allez dire, ils ont du pétrole. Mais au Congo aussi, vous avez du pétrole au large de Mwanda. L'Angola aussi, c'est dans l'océan qu'ils puisent le pétrole. Donc en organisant tout ça, le Congo pouvait avoir du carburant bon marché et pouvoir devenir la plaque tournante de l'Afrique, en ayant la meilleure piste au monde et du carburant à bas prix. Il pouvait devenir incontournable, quoi. Mais tout ça est tombé à l'eau. Et les compagnies se sont succédées, notamment Air Congo après l'indépendance, avec pratiquement 22 destinations internationales à travers le monde, avec une grande flotte, vous le disiez, de 140 pilotes, avec pratiquement des avions tels que les Caravelles, des 106, des jets, et vous me disiez également que la RDC, le Congo, achetait des avions tout neufs. Et après, on a eu l'AC, les lignes aériennes congolaises qui sont pratiquement dissoutes. Aujourd'hui, Congo Airways qui marche en tâtonnant. C'est quoi le problème? Oui, parce qu'on parle des compagnies aériennes pour le commerce, mais même l'armée, quand on regarde, l'armée congolaise comptait 148 appareils. Ils avaient aussi des gros porteurs comme le DC-8, le 707. Ils avaient des avions qui peuvent se poser sur des mauvaises pistes comme les Buffalo, des transports qui peuvent transporter des véhicules, des camions, les C-130, Hercules, des hélicoptères, des avions d'entraînement. À l'époque, il y avait des écoles de pilotage à Kinshasa. À Ndolo, il y avait il y avait le club où on pouvait apprendre à piloter. À Lubumbashi aussi, il y avait une école de pilotage. Et l'armée avait aussi ses avions d'entraînement pour les pilotes. Et tout ça est tombé à l'eau. Ça veut dire que le Congo est en train de perdre sa prédestination de grandeur, de locomotive de l'Afrique. Oui, c'était le bon terme, une locomotive. Le Congo devait être le centre de l'Afrique et la locomotive pour justement faire développer toutes les régions aux alentours, parce que c'est le commerce entre les différents pays, entre les différents endroits qui peuvent faire progresser un pays. S'il n'y a pas d'échange, si vous restez isolé, un village isolé sans même une route, vous n'allez pas évoluer, ça va rester juste vous allez cultiver un tout petit champ parce que vous ne savez pas écouler la marchandise. Ça ne servira à rien de faire des études, ça reste tout petit, quoi. Et le Congo avait tout le potentiel pour devenir une grande puissance dans tous les sens. Alain Delata, vous êtes un vieux routier du Congo, hein. Voilà pourquoi à chaque fois notre média a des productions inédites à chaque fois que nous avons une interview. Connaissant bien les avions, connaissant bien pratiquement le trafic aérien, qu'est-ce que le Congo peut faire
pour redevenir cette puissance africaine que les Belges préparaient, en termes d'aéroport, en termes d'avions? Bon, déjà, depuis le départ, il faut que toute tout est comme un puzzle. Vous devez avoir le gouvernement qui favorise, par exemple, en ne taxant pas trop le carburant, en ne taxant pas trop tous les trajets. Si vous taxez trop de tous les côtés, ça fait un frein. Donc si vous avez du carburant qui n'est pas trop taxé, qui est concurrentiel, si vous avez les routes, les transports, les accès aux aéroports qui ne sont pas trop taxés, parce que si vous devez payer un Go Pass international, c'est $50, local $10, ça n'existe pas dans les autres pays. Les taxes statistiques, $5. Vous devez payer, il y a une taxe de tourisme, il y a une taxe de sûreté, une taxe de sécurité, une taxe d'embarquement. Puis alors il y a les taxes de survol, il y a les taxes d'atterrissage. Donc quand vous mettez bout à bout toutes les taxes, on dit que trop de taxes tuent les taxes. Oui. Hein, c'est comme même maintenant ici, vous voyez les problèmes, les barrages qu'il y a sur les routes pour vérifier si les gens payent les taxes. Et ça n'existe pas dans d'autres pays, parce que peut-être qu'ici il y a trop de taxes à payer, donc les gens évitent de payer, et même quand il y a les barrages, ils vont essayer de ne pas rouler pendant cette période-là pour essayer d'éviter. S'il y a peu de taxes, les gens vont payer peut-être plus facilement les taxes, et que si les taxes sont trop élevées par rapport à ce que la population gagne. Donc c'est en fonction de... Il faut essayer de voir l'idéal, ce que le gouvernement recherche, mais en essayant de rendre vraiment les vols par avion rentables pour les compagnies. Parce que si même la compagnie nationale fait faillite, alors que, par exemple, à l'époque, LAC avait du carburant hors taxe, les autres compagnies payaient le prix complet pour le carburant. Donc si vous avez une gestion adéquate du début jusqu'à la fin, que ce soit avec les taxes, avec toutes les aides à gauche et à droite pour aider justement le transport aérien. Moi je me souviens à l'époque à Njili, le tarmac il était plein d'avions. À Njili, il ne fallait pas espérer arriver à Kinshasa et atterrir directement. Nous, on arrivait à Njili, puis on commençait à faire des tours au-dessus de Njili, et chacun à son tour se posait, tellement il y avait du trafic. Le tarmac, les avions, c'était plein d'avions. Parfois, il fallait même, le matin, avant de pouvoir quitter, il fallait parfois attendre 1 heure à 2 heures, le temps de dégager avion par avion pour pouvoir faire sortir son avion pour partir en vol. Donc le tarmac était complètement... Et les avions étaient les uns... L'aile d'un avion en dessous de l'aile d'un autre, vraiment enchevêtrés. À Njili, c'était comme ça à l'époque. C'était plein d'avions. Et le prix... Moi, je pilotais un avion cargo. On prenait souvent des passagers au retour. Mais moi, je me souviens des passagers au retour de Buji-Maï ou au retour de Chikapa. Avec $25, ils arrivaient à Kinshasa. Aujourd'hui, les $25, vous allez payer $10 de Go Pass, $5 de taxes de statistiques, et puis après, taxes d'embarquement. Vous n'êtes pas encore monté dans l'avion, que l'argent est déjà parti. Et quand on parle aussi de longueur de piste, Njili, donc, qui était très long, ici, dernièrement, ils ont retiré 700 mètres de piste. Mais à l'époque, on avait besoin les anciens avions avaient quand même besoin de plus de pistes. Moi, je me souviens que, par exemple, en Caravelle, avec les premières Caravelles, les Caravelle 3, pour Buji-Maï, à l'atterrissage de Buji-Maï, on se posait, et alors on avait une poignée au tableau de bord, on tirait sur la poignée, ça déployait un parachute, et donc on déployait un parachute pour freiner l'atterrissage à Buji-Maï, parce que la piste était trop courte pour la Caravelle. C'était avec la Caravelle 3. Et le Congo avait des Caravelles, l'armée avait des Caravelles,
la compagnie nationale avait des caravelles. Les caravelles, c'est un jet pour les vols moyens courriers, quoi. Par exemple pour aller à Bujimaï, Lubumbashi, etc. Le 707, c'est plus pour des longs courriers. Pour aller en Europe, ça c'est mieux le 707 ou le DC-10, ces gros porteurs-là, quoi. Est-ce que ça vous rend nostalgique tout ça? Ah, oui, ça rend nostalgique. Et puis, bon, moi je suis content d'avoir vécu cette époque-là, qui pour moi est encore l'aviation avec un grand A. Maintenant, l'aviation, pour moi, c'est devenu... tout est automatisé, il faut plus savoir manipuler un ordinateur qu'à l'époque, quoi. Là c'était vraiment... On faisait des prouesses, quoi. À l'époque, on faisait des prouesses. Et il fallait cet esprit qui n'est plus nécessaire aujourd'hui dans l'aviation. Et il y a moins de piquant, c'est plus la même chose. Quand ce n'est plus l'homme qui fournit assez d'efforts et que ce sont les appareils, notamment les ordinateurs qui travaillent. Oui. Bon, ça... Ce n'est plus très original. Oui, bon, pour les jeunes, ça fait toujours plaisir de sortir en boîte, de dire oui, non, moi je pilote le gros appareil que je pilote. Alors que piloter parfois un avion beaucoup plus petit, là, ça c'est autre chose, parce que là, vous allez devoir vous battre beaucoup plus et il y a beaucoup plus de... Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Si vous aviez un dernier mot avant de clore notre interview, ce serait lequel? Bon, on espère qu'un jour, tout va repartir tout doucement dans le bon sens et progressivement avoir un pays qui redevient, où la compagnie... Les avions, aujourd'hui, les avions congolais ne peuvent pas aller à l'étranger. Ils ne peuvent pas aller en Europe. Congo Airways ou quoi, je crois que le Congo est toujours blacklisté. Parce que autant les avions pouvaient être entretenus au Congo à l'époque, donc les dernières années, les avions devaient être entretenus à l'étranger. Et si vous ne suivez pas bien les entretiens, vous allez atterrir parfois dans les pays étrangers. Il y a des inspections surprises et vérifient si l'avion est en bon état. Si vous avez fait vos entretiens, si tout est en ordre. Même en Djili, à l'époque, il y avait des gens de l'aéronautique civile congolaise qui le matin faisaient le tour des avions et vérifiaient si les avions étaient en état de vol. Parfois, ils clouaient au sol un avion avant qu'il ne puisse partir et disaient non, vous ne pouvez pas décoller, il y a une fuite d'huile ici, vous ne pouvez pas décoller. Donc il y a ça au Congo, mais il y a ça aussi à l'étranger. Et quand ils vérifient et qu'ils se rendent compte qu'un avion n'a pas été entretenu, à ce moment-là, progressivement, si ça se répète, le pays devient blacklisté, et puis on dit non, plus question que les avions du Congo aillent à l'étranger. Et il faudrait tout doucement redonner cette image d'excellence au Congo pour que déjà les avions, que la compagnie nationale puisse aller à l'étranger et sur place aussi opérer d'une façon intéressante et lucrative. Que les petites compagnies puissent gagner de l'argent en volant et que ce soit l'intérêt de tout le monde, de la population. Si les prix des tickets sont moins chers, tout le monde bénéficie, de la population. Et s'il y a plus d'avions, les taxes seront peut-être plus faibles, mais si vous avez plus d'avions qui volent, vous allez peut-être vous y retrouver aussi. Et peut-être indirectement, peut-être que l'aviation ne va peut-être pas rapporter directement de l'argent au pays, mais peut-être indirectement, avec les échanges commerciaux internationaux et tout. Indirectement, ça peut peut-être être intéressant. Ça, c'est aux économistes à bien étudier la question et voir ce qui est intéressant pour le pays ou pas. Alain Delatin, merci.